Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir sur notre plateau, Adrien Teyeux qui est porte-parole de la France Insoumise ici à Mayotte. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Alors on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes son représentant ici à Mayotte. Vous allez porter sa voix et vous allez également décliner avec nous tout à l'heure son programme, notamment pour Mayotte. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Moustapha Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'AJCNNE, qui est l'association de la jeunesse de la commune de Nganzalé, Nouvel Élan. On va parler avec vous de ce projet de construction d'hôpital du côté d'Anjouan. Vous nous en direz davantage à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 6 avril. Depuis de nombreuses années, les agents des PMI de Lille travaillent dans des conditions difficiles. Manque de moyens, de matériel, de personnel et pénurie d'eau dans le sud. Depuis 3 mois, il leur devient impossible d'assurer correctement leur mission. Ils ont donc utilisé leur droit de retrait ce matin afin de réclamer au conseil départemental l'application de mesures d'urgence. Explication. Majoration d'interprètes, augmentation des salaires, primes de transport, retraite complémentaire, les syndicalistes de la CSSM continuent de militer pour leurs droits. Ils ont à nouveau manifesté ce matin devant le siège de leur institution avant de se rendre à une table ronde avec leur direction. Reportage. Le syndicat SNUPPFSU n'est plus en grève, mais n'en est pas pour autant inactif. Il vient ainsi de se fendre de plusieurs communiqués pour s'insurger face aux fermetures d'écoles en raison de la pénurie d'eau. Dans un autre registre, il demande l'application de l'indexation des retraites dans les plus brefs délais. Le point à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec les agents de la protection maternelle et infantile, les PMI, qui ont exercé ce jeudi leur droit de retrait. Manque de matériel, locaux dégradés et insalubres ou encore conditions d'hygiène déplorables. Ils pointent ainsi du doigt les conditions de travail difficiles auxquelles ils sont soumis depuis maintenant plusieurs mois. Ce matin, ils se sont réunis devant le conseil départemental pour réclamer encore et toujours les moyens nécessaires pour assurer leur mission. Des missions qu'ils exercent principalement à l'adresse des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Sony Chamsidine. Mobilisés devant le conseil départemental, la cinquantaine d'agents des protections maternelles et infantiles étaient bien décidés à se faire entendre ce jeudi matin. Un droit de retrait mis en application par les employés de la PMI afin de revendiquer à nouveau de meilleures conditions de travail pour assurer leur mission. Des doléances promises depuis le temps, mais toujours attendues. Chaque année, on nous dit l'année prochaine, on nous dit cette année, on fait des commandes, il y a par-ci, par-là, mais on envoie et on est fatigué, on en a marre. Il n'y a rien du tout. On est en 2017 aujourd'hui, de 2004 en 2017, on dirait que c'est de 2017 en 2004. On dirait qu'on recule en fait. Au lieu d'avancer, on recule. C'est dommage, c'est catastrophique. Les PMI ont pour mission globale d'assurer la protection et la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance. Mayotte compte près de 22 établissements, dont 5 dans le sud de l'île, soumis notamment depuis plus de 3 mois aux coupures d'eau. Une situation insoutenable. Indigné des conditions de travail que le conseil départemental nous offre depuis des mois et des années. Nous travaillons sans matériel, sans gants, sans savon, sans seringues, sans climatisation. On avait demandé quelques bouteilles d'eau pour les nourrissons et les enfants. Le conseil départemental nous a refusé de nous donner des bouteilles d'eau alors que les PMI n'ont pas d'eau potable. On est méprisé par le conseil départemental. Il ne faut pas oublier que les PMI sont sous le contrôle du conseil départemental qui devrait être exemplaire sur ce sujet puisqu'on est vraiment dans le social qui est domaine de compétence du conseil départemental. Après 1 heure de manifestation, les salariés sont accueillis par le vice-président chargé du social. 2 heures de réunion dans l'hémicycle Younoussa Bamana où le dialogue est difficile, voire électrique entre les deux parties. Le département assure de son côté vouloir répondre aux urgences. On a fait un recensement, on va se revoir lundi pour que ce recensement soit exhaustif pour que nous pallions à l'urgence. Nous achetions ce qu'il faut en termes de produits de lavage, vaccins, j'allais dire de produits de première nécessité, en tout cas d'urgence. On va le faire.
C'est un calendrier qu'on va établir, en tout cas dans les meilleurs délais. On n'a pas eu la compensation des PMI, on l'a eu enfin cette année pour la question liée à l'enfance, mais pas pour les PMI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous supportons avec nos moyens à nous. C'est la première fois et ça existe nulle part. Il n'y a qu'à Mayotte que vous voyez ça. Transfert d'une compétence sans moyens. C'est contraire à l'esprit de la loi. Mais nonobstant ces difficultés, nous assumons nos responsabilités. Des actions et moins de paroles réclament les employés des PMI, restés sur leur faim à la sortie de l'entretien. La nouvelle rencontre lundi prochain s'annonce néanmoins déterminante pour la suite des événements. Et autre mouvement de colère, celui des agents de la CSSM qui aujourd'hui entamé leur 4e jour de grève illimitée. Pour ce qui est des revendications, elles restent les mêmes. Retraite complémentaire, majoration d'interprètes, augmentation des salaires ou encore réévaluation de la prime de transport. Mais depuis le début de la grève, aucune avancée concrète n'a été obtenue. Aujourd'hui, syndicats et direction ont poursuivi les négociations. Le point dans ce reportage signé Adèle Laurent. Déterminés, les grévistes ont à nouveau manifesté ce matin devant le siège de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Malgré l'échec de la négociation de mardi, la direction a à nouveau appelé les syndicats à venir négocier aujourd'hui. Majoration d'interprètes, augmentation des salaires, primes de transport et retraite complémentaires, les revendications restent les mêmes. El Anis Saïdi et Maria Mousseni nous en disent plus. La prime de transport, elle existe, elle a un accord, mais maintenant aujourd'hui on demande à ce qu'elle soit réévaluée puisque quand on parle de transport, à Mayotte, on n'a que le taxi comme transport. Et ce qu'on nous verse ne suffit pas à couvrir les frais de transport pour venir travailler. Nous, on ne va pas lâcher, on va se mobiliser jusqu'à ce qu'on puisse avoir enfin la retraite complémentaire. Parce qu'effectivement, la retraite de base à Mayotte, tout le monde le sait, qu'après 30 ans de carrière, on a environ une retraite de 300 à 400 euros et ça, c'est insuffisant. Et la retraite complémentaire reste le point phare des revendications salariales. En effet, les syndicalistes de la CSSM ont signé avec leur employeur en 2012 un accord dans lequel ce dernier s'engageait à appliquer le plus rapidement possible ce dispositif de retraite complémentaire. 5 ans plus tard, force est de constater que celui-ci n'a toujours pas été appliqué, alors que les autres agents des caisses de sécurité sociale de la France métropolitaine et des autres dômes en bénéficient déjà. Et aujourd'hui, les grévistes déplorent devoir recourir à chaque fois qu'ils revendiquent leurs droits au blocage des institutions pour se faire entendre. Tous les acquis, les avantages qu'on a acquis depuis 2009 jusqu'à maintenant, on fait l'objet de grève par rapport aux avantages qu'ont les agents de la sécurité sociale en métropole. Ces avantages-là, on ne nous les donne pas. Chaque fois, il faut qu'on fasse un blocage, il faut qu'on fasse des mouvements sociaux pour qu'on nous applique ces avantages-là. Alors qu'on est des salariés de la sécurité sociale, comme peut être un autre salarié de la France métropolitaine. Il incombe désormais à la direction nationale des caisses de sécurité sociale de décider de la mise en place rapide de cette retraite complémentaire. Si leurs revendications ne sont pas entendues, les grévistes affirment qu'ils continueront leur grève illimitée. À 15h cet après-midi, les négociations, débutées depuis 10h30, se poursuivaient. Et à noter que les négociations entre la direction et les syndicats n'ont donné lieu toujours à aucun accord. La grève continue donc demain. Et je vous propose maintenant de poursuivre notre tour d'horizon des candidats à l'élection présidentielle. Et ce soir, c'est le programme du candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, que nous passons au crible. À 65 ans, ce philosophe de formation espère faire mieux qu'en 2012, où il avait récolté 11,1% des suffrages. Avec son programme L'Avenir en commun, il ambitionne de redistribuer les richesses, changer de République et d'Europe ou encore d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Le point sur son projet, signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après sa 4e place obtenue en 2012, à 65 ans, Jean-Luc Mélenchon se présente à nouveau, mais avec un programme différent, intitulé L'Avenir en commun. Les 83 points de son projet ont pour objectif de redistribuer les richesses entre les Français, et pour cela, le candidat de la France insoumise souhaite changer de République. S'il est élu, il convoquera pour ce faire une assemblée constituante par référendum. Tous les citoyens pourront y participer,
et ceux tirés au sort bénéficieront de congés professionnels et d'une rémunération pendant les travaux. En marge de ce travail, qui doit durer 5 ans, Jean-Luc Mélenchon souhaite effacer la dette de la France et investir 100 milliards d'euros via un plan de relance keynésien. En matière d'économie, il souhaite une échelle des salaires de 1 à 20 dans toutes les entreprises, accompagnée d'une hausse du SMIC qui passerait à 1 326 € net. Il envisage par ailleurs une diminution du temps de travail, le passage du minimum vieillesse à 1 000 € et la généralisation d'une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Dans le domaine de la fiscalité, il veut surtaxer les revenus à 100% au-delà de 400 000 € de revenus annuels par personne, soit 33 000 € par mois. Par ailleurs, il souhaite rendre l'impôt sur les revenus plus progressif, avec un barème à 14 tranches au lieu de 5 actuellement. Concernant l'éducation, il se prononce pour la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, la gratuité réelle des matériels et activités associées, cantine, transport, activités périscolaires, manuels scolaires, fournitures. Il promet également le recrutement de 60 000 enseignants supplémentaires en 5 ans. Sur le plan de la sécurité, il veut réhabiliter la police de proximité et lancer un plan de recrutement de gendarmes, de policiers, d'agents administratifs, techniques et scientifiques. En matière de santé, Jean-Luc Mélenchon souhaite la gratuité des soins et appareils dentaires, optiques et auditifs, ainsi qu'une baisse du tarif des lunettes. Il compte augmenter la capacité d'accueil dans les hôpitaux et recruter des médecins, des infirmiers et des aides-soignants. Dans le domaine de l'écologie, il prône la fin du nucléaire et la mise en place d'un plan de transition énergétique afin d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Il souhaite renationaliser EDF et Engie, instaurer la gratuité de l'accès à l'eau et interdire les coupures d'eau. En ce qui concerne l'Union européenne, le candidat souhaite sa refondation démocratique, sociale et écologique et soumettre le résultat des négociations au peuple français pour décider souverainement de la participation ou de la sortie de l'UE. Enfin, en ce qui concerne les Outre-mer, il souhaite que ces territoires deviennent des pilotes de la planification écologique. Il entend également conserver l'octroi de mer et instaurer plusieurs mesures protectionnistes, telles que la préférence commerciale pour les produits d'outre-mer, en Europe et en métropole. Il engagera par ailleurs un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics. S'il est actuellement en progression dans les sondages, son alliance avec Benoît Hamon est réclamée par une partie de la gauche. Justement, le représentant, le porte-parole de la France Insoumise est avec nous sur ce plateau, Adrien Théieux. Donc on a vu le programme de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, une antenne, enfin vous représentez ce candidat à Mayotte avec les doléances des Mahorais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de nous donner quelques pistes sur les points phares? Alors moi je suis convaincu que c'est le meilleur programme pour Mayotte aujourd'hui. Ce que j'aimerais souligner, c'est que lors du débat 11 qui s'est tenu il y a quelques temps, au début de la semaine, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à avoir évoqué le problème de la crise de l'eau à Mayotte. Et il ne l'a pas seulement évoqué là, mais lors de son dernier meeting à Châteauroux, il a dit, je cite, attendez, je retrouve mes notes, il a dit que je souhaite à nos compatriotes de Mayotte qu'ils ont le droit d'avoir de l'eau potable dans chacune de leurs maisons. Donc on a un candidat qui entend les doléances des Mahorais et qui souhaite y répondre. Et cela se fera de plusieurs manières. Alors justement, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui, après justement ce débat dont vous venez de parler, a été reconnu comme l'un des plus convaincants. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça aujourd'hui, Adrien? Alors notre force, elle se voit sur le terrain, elle se voit sur la mobilisation, elle se voit dans les meetings. C'est le seul candidat qui arrive à remplir ses meetings, à remplir de telle manière que les gens attendent dehors. Et c'est pas une question uniquement de candidat, c'est une question de programme. Nous avons un vrai programme à la France Insoumise pour redresser la France et pour remettre Mayotte sur la voie du développement. Alors on a vu de nombreux candidats étaient sur le département pour justement faire campagne et pour convaincre les Mahorais. Jean-Luc Mélenchon ne viendra pas, mais un de ses représentants, Younous Omarjee, sera sur notre département d'ici peu. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors notre député européen Younous Omarjee va venir à Mayotte, probablement dans la deuxième quinzaine d'avril, pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir que Younous Omarjee a participé activement à la rédaction du programme, notamment la partie sur l'économie de la mer, parce que ce que nous souhaitons, c'est remettre dans les Outre-mer, et en particulier à Mayotte, l'économie de la mer sur les rails. Ça veut dire de l'énergie 100% renouvelable, éventuellement halieutique. Ça veut dire peut-être des usines de dessalement qui fonctionnent selon un processus qui ne consomme pas d'énergie carbonée, donc pas de pétrole, pas de gaz. Et ça veut dire aussi tous les métiers de la mer. Hein.
que ça va de la pêche à la plongée sous-marine. Donc il faut développer, il y a un vrai potentiel pour nos jeunes ici à Mayotte sur les métiers de la mer. Il faut le développer au maximum, ce potentiel. Alors le premier tour est dans quelques jours et est-ce qu'aujourd'hui, si jamais Jean-Luc Mélenchon ne passait pas le premier tour, comment vous voyez la suite? Il passera le premier tour. Il passera le premier tour parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une vague de fond. Les Français en ont marre. Et le sujet que vous avez montré sur les PMI illustre bien la problématique. À savoir que d'un côté, on a un gouvernement qui n'en a absolument rien à faire des urgences à Mayotte, qui ne comprend pas les urgences à Mayotte et qui ne les résout pas. Et de l'autre côté, on a un conseil départemental géré par la droite avec Issa Abdou, que l'on a vu, qui soutient François Fillon, et qui lui-même non plus n'arrive pas à gérer le problème. Le problème des PMI, c'est que c'est inacceptable. On fait de la piqûre, on fait de la vaccination à tout va dans les PMI, au lieu de faire du planning familial, au lieu de faire de la contraception, et on s'aperçoit qu'on a une urgence démographique à régler, parce qu'on a trop de naissances à Mayotte. En 2016, il y a eu 10 000 naissances, c'est beaucoup trop, et il y a quelques années, quand on remonte en arrière, on avait un slogan, 1, 2, 3, basse, Mojam Bili Tarou, basse. Hein, il faudrait revenir à des campagnes ciblées sur des populations à risque, ciblées sur des jeunes, parce qu'on a trop de grossesses précoces à Mayotte, où on dirait Mojam Bili basse. Alors en matière d'immigration par exemple, on va revenir encore une fois sur Mayotte, sur les problématiques des Mahorais. Qu'est-ce qui est prévu ? Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais j'en ai déjà parlé suffisamment de l'immigration. Ce qu'on a prévu, c'est de libérer un peu le visa pour que les gens s'en aillent. Ce qu'on a prévu, c'est d'effectuer une coopération, et notre ami qui est là pourra en parler tout à l'heure parce que son projet est intéressant, d'effectuer une coopération sur 4 volets avec Anjouan en particulier, à partir de fonds que de toute façon on utilise pour l'aide internationale, hein, donc c'est pas de l'argent qu'on prend à Mayotte. Et donc voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un programme économique de notre candidat, et notamment investir, bon je l'ai dit, dans les énergies renouvelables, mais aussi investir dans l'agriculture. Jean-Luc Mélenchon prévoit de créer 420 000 emplois dans l'agriculture. Mayotte est bien entendu concernée. On a à Mayotte une agriculture qui est encore saine. Il faut protéger nos rivières parce que sinon la crise de l'eau, on l'a vu, c'est un problème. Donc il faut protéger nos rivières, il faut protéger nos espaces, et redonner du foncier aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Mais aussi il faut construire un abattoir, une laiterie comme l'État l'a promis. Il l'avait promis pour 2014 et 2015, des usines de transformation des produits, parce que c'est en développant notre économie, en gagnant une part de notre autosuffisance alimentaire, qu'à Mayotte, on arrivera à se sortir économiquement du problème. Merci beaucoup en tout cas Adrien Théieux, vous restez avec nous, merci. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de la France Insoumise. J'aimerais ajouter juste une petite chose. Ce dimanche, nous aurons une réunion de la France Insoumise au Gaboussi Café à Coconi. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par notre programme, caribou. Merci beaucoup Adrien. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 6 avril, la naissance d'un conseil régional commun d'architecture entre la Réunion et Mayotte, ou encore la société Tetrama qui répond au secrétaire général de l'UDFO. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. La grève au sein de la société Tetrama a pris fin, mais certaines déclarations n'ont pas été du goût de la direction. Vendredi dernier, le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière était sur le plateau de la matinale. Elan Zizamidou a porté plusieurs accusations, notamment concernant des heures supplémentaires prétendument impayées ou encore un harcèlement de la part de la direction sur les salariés. Des propos qui ont fait réagir M. Kalfan, puisque ce dernier a écrit au secrétaire général de l'UDFO. Il dénonce des propos contraires à la réalité qui font état d'une méconnaissance totale du dossier. La direction s'étonne par ailleurs de ces accusations qui ont été proférées le jour même de la signature du protocole de fin de conflit. À ce titre, la société Tetrama explique qu'elle se réserve le droit d'engager toute action en diffamation, à l'encontre notamment des allégations des prétendus faits de harcèlement, mais aussi d'heures supplémentaires non payées. L'intersyndicale des inspecteurs de l'éducation nationale de Mayotte sort de son silence. En effet, par le biais d'un communiqué, les syndicats alertent sur une situation alarmante, due selon eux à une politique désordonnée devenue illisible, suivie par le vice-recteur dans le premier degré à Mayotte. Ils ont décidé d'interpeller directement le ministre de l'Éducation nationale, affirmant, je cite, que Mayotte doit avoir une politique adaptée en matière d'enseignement qui réponde aux réalités linguistiques, culturelles et migratoires du territoire, ainsi qu'à l'hétérogénéité des niveaux de classe. Les inspecteurs regrettent, malgré leur mise en garde réitérée, de ne pas avoir été entendus sur l'application uniforme des rythmes scolaires imposés par le vice-recteur,
sans prise en compte des contraintes et des particularités du territoire. L'intersyndicale s'alarme des conséquences pour les écoles de Mayotte d'une telle situation et réclame un changement rapide d'orientation et de management. La coopération régionale se met progressivement en place dans de nombreux domaines, et notamment dans celui de l'architecture. En effet, hier, la ministre de la Culture et de la Communication a présenté en Conseil des ministres un décret portant plusieurs dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte. Plusieurs conseils vont ainsi fusionner, et c'est notamment le cas à Mayotte, où un conseil régional commun à La Réunion et au 101e département va être créé. A noter que ce décret a également pour vocation de renforcer la lutte contre les fraudes et les signatures illicites en matière de permis de construire et d'aménager, en prévoyant l'obligation pour les architectes de les déclarer auprès du conseil régional dont ils dépendent. Par ailleurs, le décret a pour objectif de renforcer les actions en faveur du développement économique et de la structuration des entreprises d'architecture, conformément à la mesure 27 de la Stratégie nationale pour l'architecture. Et parlons éducation à présent avec le SNUPP-FSU qui, en marge des inspections, les inspecteurs de l'éducation nationale s'insurge lui aussi, non pas au sujet des problématiques habituelles, mais à propos cette fois de la pénurie d'eau. Après avoir fait l'objet de vives attaques suite aux fermetures d'écoles provoquées par la grève générale, le syndicat s'étonne aujourd'hui de voir l'État moins regardant lorsque de telles fermetures lui sont imputables. Le SNUPP qui a adressé un courrier par ailleurs à Madame la vice-recteur pour réclamer l'indexation des retraites au profit des enseignants du premier degré de Mayotte. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La crise de l'eau est plus nocive qu'une grève des instituteurs. Ces mots viennent du syndicat SNUPP-FSU qui s'insurge contre des fermetures d'écoles dans le premier degré, alors même que dans le second, les établissements fonctionnent normalement. Selon les représentants du syndicat, l'absence de réaction des autorités de Lille et des parents des élèves, qui était pourtant très actif pendant la grève des enseignants du premier degré de novembre à janvier 2017, est plus que surprenant, d'autant que les coupures pourraient reprendre dans les prochaines semaines. Bien que la réserve de Kombani est à 80% pleine, celle du Nord ne l'est pas du tout. Donc d'ici 3 mois, le problème reviendra. Et malheureusement, dans les écoles, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore le sacrifice de nos enfants. Il y a une discrimination qui s'installe entre les élèves du Sud et du Nord, dans le sens où les élèves du Sud, pour la plupart, ils n'ont que 3 heures de cours, où leur cours est rythmé par rapport au débit de l'eau qu'il y a dans nos robinets. Donc ça génère des problèmes d'hygiène et de sécurité, ça dégrade les conditions du travail au niveau des enseignants et que malheureusement on n'arrive pas à faire du résultat avec ça et il nous semble que pour le moment les autorités n'ont pas pris conscience du problème qui va se poser, qui se pose et qui va se poser. Le syndicat ajoute que la vice-rectrice qui a imposé les rythmes scolaires malgré des conditions d'accueil des élèves inadaptées semble cette fois-ci ne pas s'émouvoir du non-respect de la réglementation. Autre problème dénoncé, l'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés, relevant du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Les collègues qui sont dans le premier degré, qui sont partis à la retraite, qui réunissent toutes les conditions pour bénéficier de cette indemnité-là. C'est en quelque sorte une indexation de la retraite pour les collègues ayant servi dans l'outre-mer. Malheureusement, il n'y a aucun de nos collègues retraités qui le touche. Donc on a saisi la vice-rectrice avec un courrier pour lui expliquer que ces collègues-là méritent, au même titre que les autres collègues qui sont venus d'ailleurs et qui ont travaillé ici, qui ont leur salaire, leur retraite indexée, on l'a saisi pour lui dire, ces collègues qui ont servi dans le premier degré, qui sont pour la plupart des locaux, y ont droit aussi. C'est tout simplement ça. Et on espère que d'ici peu, la situation va être réglée de façon rétroactive. Si la grève est terminée depuis plusieurs semaines, le syndicat reste toujours actif sur le plan des revendications. Et cela ne devrait faire que s'intensifier dans les prochaines semaines. On va parler maintenant avec mon invité de ce projet, ce beau projet qui doit être réalisé du côté d'Anjouan. Moustapha Ahmed, je rappelle, vous êtes membre de l'association AJCNNE, donc l'association de la jeunesse de la commune de Ngenzalé, Nouvel Élan. Alors parlez-nous de ce projet. Oui, chers téléspectateurs, bonsoir. Moi, c'est Moustapha Ahmed. Je suis président de l'association AJCN Nouvel Élan.
C'est une association de la jeunesse de la commune de Nganzale qui est à Mayotte. On a créé cette association le mois de novembre pour but d'aller construire un hôpital dans la commune de Nganzale en juin pour développer notre commune. Alors pourquoi vous avez envie de faire ce projet? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette démarche? Alors d'abord, c'est une commune composée de 4 villages qui sont restés depuis la création de la commune, qui sont restés des villages rivaux pour un problème de terrain agricole. Depuis, il n'y a jamais eu d'association pour toute la commune. C'est la première association de la commune. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit bénéfique à tout le monde, à tous les 4 villages. On s'est dit, pourquoi pas un hôpital? Ça sera bénéfique à tous. Alors un hôpital, c'est quand même quelque chose d'assez important, notamment la construction d'un hôpital. Comment vous allez vous y prendre? Avec quels moyens? Alors, primo, on a commencé nos cotisations. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'aller voir quelqu'un avec la crise économique, lui dire vous nous devez une cotisation de 10 €. On a mis en place, comme vous voyez, la belle chemise et le cravate. Donc, ça, c'est 20 €. C'est l'association qui le vend. Et puis, il y a une saluva pour les dames. Et le 8 avril, ce samedi-là, on a un tari à Kahani, un tari géant. Et j'invite tout le monde de participer. Et on a distribué aussi des enveloppes qui seront mises un petit quelque chose. Mais sachez que le petit quelque chose, plus un petit quelque chose, ça devient grand quelque chose. Là, c'est nos premières cotisations pour aller commencer le projet. Donc ça, vous comptez beaucoup sur la solidarité des uns et des autres. Oui. Alors admettons, une fois que l'hôpital sera construit, que se passera-t-il après? Parce qu'il faut encore le faire fonctionner, puisqu'on a vu des hôpitaux, un hôpital a été construit justement du côté d'Anjouan, sauf que le problème, c'est au niveau du fonctionnement. Comment allez-vous faire pour le faire fonctionner? Alors là-dessus, j'ai parlé avec des présidents des associations à Mayotte, et cette question-là a été souvent posée dans les réunions, et ils me conseillent d'aller voir des partenaires, comme on ira voir avec le directeur de la CHM de Mayotte, avec le conseiller départemental de Mayotte, le filière qui s'occupe de la coopération régionale, et puis finalement, on ira voir avec le gouvernement. Mais aussi, il y a un président d'une association qui m'a dit qu'il y a un hôpital qui est construit dans la commune d'Omremani, et il y a 2 médecins qui sont là-bas, et c'est l'Union européenne qui leur donne leur salaire. Pourquoi pas en Nganzale? Alors du coup, on parle beaucoup de ces transferts de ces personnes, de cette immigration sanitaire. Est-ce que vous pensez que ça pourra jouer un rôle là-dessus? Bien sûr. Vous savez, pour être honnête, moi, maintenant, on peut m'appeler parce qu'un neveu ou un oncle a eu un accident. Et là-bas, ma famille, là-bas, n'a pas les moyens de l'envoyer à l'hôpital. Sinon, les hôpitaux n'ont pas les outils sophistiqués pour le soigner. Là, ils vont m'appeler pour payer 800 €. C'est illégal. Mais je le fais parce que c'est mon neveu. Donc là, si je paye 150 € aujourd'hui pour construire un hôpital qui aura des outils sophistiqués et des médecins spécialisés, là, ça sera une bonne chose. Alors vous allez faire campagne auprès de la population, justement, du côté d'Anjouan, pour leur faire comprendre? Alors, pas seulement du côté d'Anjouan, parce que l'hôpital sera construit à Anjouan, mais pourquoi pas toute la population de la région? Parce qu'à Anjouan, il y a des hôpitaux. Mais le problème, c'est que même s'il y a des médecins spécialisés, il n'y a pas les outils. Alors, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte qu'on ait des médecins spécialisés, les outils sophistiqués pour accueillir beaucoup du monde. Merci beaucoup en tout cas, Moustapha Ahmed. Rappelez-nous la date de cet événement. C'est le 8 avril, ce samedi-là. J'invite toute la population de Mayotte pour venir y participer à cette bonne initiative. Merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous est pris. Merci à notre invité. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.